C'est très bien qu'on a fait ça parce que maintenant je comprends aussi que ce qu'on a préparé, gens du voyage, c'est un groupe très spécifique, bien ciblé, qui ne correspond pas nécessairement avec les Roms lesquels vous rencontrez. Si on parle des Dom, des Roms pour Anderlecht, etc., on parle des Roms immigrés des pays de l'Est, Roumanie, etc., soit Syrie comme réfugiés, qui ne sont pas du tout des gens de voyage. Alors, ils ne vivent pas en caravane, peut-être ils vivent en camionnette ou en voiture pour le temps qu'ils sont là. Hein, quand on parle des Roms roumains, par exemple, ce n'est pas du tout des gens de voyage. Alors, je vais adapter un peu toutes les explications, parce qu'ici, on m'a demandé bien sûr de parler vraiment de la situation spécifique du manque de terrain des gens de voyage. Mais je vais vous expliquer déjà au début qu'il y a énormément de diversité de différents groupes, dont les groupes qu'on considère comme Roms. Et tous ces groupes-là, ils ont leur propre situation problématique, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas traiter par exemple les Roms sans-abri roumains, etc. Mais là, je propose que vous pouvez me poser des questions très spécifiques par rapport à ces groupes-là. Comme ça, je peux mieux canaliser un peu les explications. En tout cas, j'explique la différence du groupe, j'explique la thématique aussi des gens du voyage. Mais on va prendre le temps aussi alors de parler de tous les Roms en général, parce que je comprends, c'est assez compliqué. La diversité dans les groupes, les thématiques spécifiques, et on fait souvent l'amalgame de tous ces groupes-là. Et c'est ça aussi un des plus grandes problématiques des Roms, qu'on met tous dans un même pot. Et on ne trouve pas toujours les bonnes mesures pour résoudre le problème. Bon. Quand on parle des gens de voyage à Bruxelles, on parle des groupes, même dans les gens de voyage, il y a des groupes divers. D'abord, il y a, et là je vais déjà vous expliquer un peu l'histoire de différentes vagues de migration dans le passé des Roms, pour mieux comprendre la diversification des groupes. Alors on parle des Roms, des Manouches, des voyageurs, dont les gens du voyage. Alors les gens du voyage, c'est des gens qui vivent dans un habitat mobile, en caravane, soit qui ont vécu pendant plusieurs générations, les générations avant, et même eux-mêmes, pour une partie de leur vie, dans un habitat mobile, et peut-être maintenant ils ne sont plus là, ils ne vivent plus dans cette caravane, mais ils se trouvent dans un appartement, par exemple, parce qu'ils ont été obligés d'abandonner ce style de vie. Mais ils se considèrent encore en tant que gens de voyage parce que c'est leur désir de retourner dans le caravane, dans le habitat mobile. Ça, c'est les gens du voyage qui ont un style de vie dans un habitat mobile depuis des générations. Alors, quand on retourne dans l'histoire, il y a plus que 10 siècles, il y a des groupes roms, des différents groupes roms, à différents moments de l'histoire, qui ont commencé à voyager, à quitter le nord de l'Inde. Ils se sont dispersés un peu partout, vers l'ouest et vers l'est. Il y a des groupes qui sont entrés en Europe, il y a des groupes qui sont passés par le nord de l'Afrique, etc. En tout cas, quand on considère Bruxelles, les premiers groupes sont arrivés ici depuis 6 siècles. Les descendants de ces groupes s'appellent Manouches. C'est des gens qui préfèrent de vivre en caravane. Il y a par exemple un terrain à Anderlecht, occupé par des Manouches. C'est des gens qui parlent le français, le néerlandais, le romanès, langue d'origine rom. C'est pas le roumain, ça n'a rien à faire avec le roumain, c'est rom, romanès.
c'est plutôt proche du sanskrit, qu'ils ont amené alors de l'Inde. C'est proche aussi du hindou, qu'on parle en Inde. Alors des manouches, leurs noms sont assez bruxellois. Il y a des personnes qui s'appellent Van Brabant, Lijnbergen, Dissenbergen, c'est les noms de famille de ces gens-là. Les enfants vont pour une partie à l'école. Alors il y a un certain taux de scolarisation, absolument. Et ils vivent assez résidentiel sur ce terrain. Ils ne le quittent pas beaucoup, juste pour faire des voyages comme le moyen belge, quoi. Soit aussi parfois pour des raisons religieuses, mais ils vivent pour la plupart de l'année sur ce terrain qui est leur maison. Vivre ensemble avec différentes caravanes, il y a aussi des chalets, etc. Ça, je parle des gens de voyage de Bruxelles. Il y a aussi des manouches qu'on retrouve en Belgique qui voyagent un peu plus. Mais aussi d'autres qui vivent assez sédentaires sur un terrain résidentiel. Mais quand même qui vivent sur un terrain. Qui ne vivent pas nécessairement dans un appartement, mais sur un terrain, pour avoir encore l'occasion de voyager, de bouger avec leur caravane. Alors, au début, les Roms, ils étaient bien accueillis parce que c'était des artisans. Ils ont apporté des matières artisanales qui étaient surprenantes pour la société. Voilà, ils étaient bien accueillis au début, mais parce que ils avaient un style de vie nomade, de plus en plus, ça commençait à se confronter avec le style de vie sédentaire. Le style de vie nomade, alors on occupe un terrain d'un paysan, d'un agriculteur, on va chercher l'eau, etc. Alors de plus en plus, ces deux styles de vie avaient des problèmes ensemble. Ce qu'on retrouve d'ailleurs partout dans le monde où il y a des familles nomades qui doivent traverser les frontières, qui doivent occuper des trains, etc. Alors souvent c'est des gens qui sont pas toujours les bienvenus. Alors à cette époque-là, il y a aussi une tendance de plus en plus vers un rejet de ces groupes nomades. Ça a pris du temps, ça a pris des siècles. Mais ça a abouti à des gouvernements qui ont commandé des lois même pour chasser, surtout pour marginaliser, pour exclure, chasser même les nomades. On arrive quelques siècles plus tard. Pendant ce temps-là, il y a aussi l'esclavage en Wallachie et Moldavie, en Roumanie, où on a mis en esclavage beaucoup de minorités. Minorité hongare, minorité rom. Rom, c'était la minorité ethnique la plus importante. Beaucoup de Roms ont été mis en esclavage jusqu'à 1854. L'année de l'abolition de l'esclavage, à ce moment-là, encore de nouveau, des groupes Roms qui ont été libérés se sont enfuis, qui sont partis vers les pays occidentaux. C'était où ça? C'était en Europe orientale ou l'esclavage? Pardon? L'esclavage, c'était dans quel pays? Mais c'était surtout en Roumanie. Okay. Wallachie, Moldavie, cette région-là. Alors, ils sont arrivés, il y a des nouveaux groupes qui sont arrivés, par exemple à Bruxelles. Leurs descendants s'appellent Roms. Roms, mais gens du voyage. Ces Roms qui s'appellent Roms, gens du voyage, on les retrouve aussi dans certains terrains. Par exemple, à Haren, il y a des terrains. Anderlecht, il y a aussi des terrains. C'est des gens aussi qu'on retrouve parfois dans les journaux pendant l'été. Ils occupent des terrains avec leurs caravanes par-ci par-là parce que pendant la saison chaude, les gens ils voyagent plus. C'est-à-dire ils vont rencontrer de la famille quelque part, ils organisent des conventions religieuses, etc. Des Roms gens du voyage.
Alors, on passe vers le XXe siècle, dans les pays de l'Est, où il y a énormément de Roms, surtout en Roumanie, le pays avec le plus grand nombre de Roms, plus que 2,5 millions. Alors là, le système communisme a installé qui est basé sur l'égalité. Alors tout le monde doit être égal. Tout le monde doit vivre de même façon. Et même abandonner une partie de la culture. Les Roms ont été obligatoirement assimilés, sédentarisés. Ils devaient oublier leur langue, abandonner aussi leur métier artisanal. Ils devaient entrer dans le système communiste pour exécuter des travaux communistes dans les sovkhozes, les kolkhozes, les fermes de l'État ou l'industrie de l'État. Bon, pendant le XXe siècle, on retrouve alors ces groupes-là qui se sont assimilés. Les différences, les confrontations entre les groupes étaient un peu plus modérées à ce temps-là. Mais après le tombeau du rideau de fer, tout éclate de nouveau. Parce que de nouveau, les Roms sont considérés comme des minorités, des étrangers qui porteraient à ce moment-là aussi la culpabilité de toute la misère, de toute la crise économique, etc., qui était la conséquence en effet d'une transition du système communiste vers un système capitaliste, avec toute cette crise économique et un taux de chômage bien important. Alors de nouveau, les Roms retombent sur leur propre groupe, mais à ce moment-là, ils ne pouvaient plus retomber sur leur ancien métier, parce que depuis quelques générations, ils ont dû abandonner. Ils se retrouvent de nouveau dans une situation de marginalité, avec un taux de chômage le plus important de tous les groupes minoritaires, et de plus en plus, à cause de cette pauvreté-là, il y a des groupes qui commencent à voyager de nouveau. Pas seulement des Roms, mais aussi, pour une grande partie des Roms. Alors là, il y a des vagues migrations, des gens, des familles qui arrivent aussi dans nos pays, entre autres à Bruxelles. Les Slovaques, les Roumains, les Bulgares, etc. Ça, c'est les Roms, immigrés, pas du tout des gens de voyage, parce que pour une grande partie assimilés par le système communiste. Même avant ça, il y avait aussi beaucoup de communautés roms qui étaient sédentarisées déjà. Voilà. Alors il y a les années 90, il y a les années après 2000, etc. Alors tout commence à s'assouplir un petit peu. La mobilité, bien sûr, en Europe devient beaucoup plus flexible, avec l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie en 2007. Alors les frontières aussi pour les Roumains et les Bulgares s'ouvrent vers l'Europe, vers la Belgique entre autres. Et les voyages deviennent aussi moins chers. Et en plus, il y a une possibilité d'obtenir un statut de séjour en Belgique. Après 2007, avant 2007, la plupart des gens étaient sans statut légal. Alors ils devaient vraiment survivre. Il n'y avait pas de cotisation sociale, il n'y avait pas le droit à l'emploi, parce qu'ils n'avaient pas de statut de séjour. Ils étaient sans statut légal. Alors, à ce moment-là, la migration était bien prudente. Les Roumains et les Bulgares, la plupart d'entre eux qui venaient ici, ils le faisaient d'une façon de goutte à goutte. Il y a une personne qui vient faire la prospection, il essaie de trouver un petit travail, un appartement quelque part chez une autre famille, et dès que ce sera un peu plus en sécurité, voilà, il y a d'autres membres de la famille qui arrivent. La femme, les enfants, etc. Souvent, il y a le couple, mais les enfants sont encore en Roumanie, en train de suivre l'école et gardés par les grands-parents, par exemple. Mais les parents se préparent en effet la vie ici. Alors c'était une sorte de migration un peu bien réfléchie, on pourrait dire. Après 2007, ça devient beaucoup plus facile de venir en Europe.
À travers le statut d'indépendant, il y a des gens qui arrivent à avoir un statut de séjour, statut indépendant, statut associé. Alors à ce moment-là, c'était une opportunité pour obtenir finalement un statut de séjour. À partir de 2014, il y a l'ouverture du marché de l'emploi complet. Alors là aussi, les Roumains bulgares pouvaient chercher un emploi régulier, n'importe laquelle, en Belgique. Alors là, il y avait d'autres possibilités d'obtenir le statut de séjour, bien sûr, et trouver alors cet emploi. Ce qui fait, avec cette mobilité qui est facilitée et les prix du transport qui tombent, même les prix des voyages par avion, ça tombe énormément. Je dis, il y a mon collègue qui a appris, qui était en Roumanie il y a 2 ans, il a raconté ça. Il a fait un voyage en Roumanie, alors son taxi pour l'amener à Zaventem était plus cher que le billet de l'avion vers Bucarest. Alors il y a aussi des familles mendiantes qu'on retrouve par exemple dans la rue 9, qui sont là avec l'avion, parce que c'est moins cher. Il y a aussi le Eurolines, le bus, qui tourne tout le temps, il y a des petits autobus, etc. Mais même l'avion, ça vaut la peine d'investir. Ça fait que là où avant 2007 il y avait des familles qui sont arrivées ici, qui avaient quand même quelques moyens, parce que pour faire le voyage, pour payer les personnes, les douaniers, etc., pour pouvoir passer, ça coûtait. Alors il fallait avoir ces moyens. Alors c'était des gens avec quand même quelques moyens. Après 2007 et plus tard encore, après 2014 surtout, de plus en plus des couches plus pauvres des Roms sont arrivées en Belgique. Alors c'est pour ça qu'on voit maintenant aussi pas mal de familles qui dorment dans la rue, qui sont sans abri, qui ici ils n'ont rien, qui viennent ici pour faire la manche, parce que ça c'est leur boulot, mais qu'ils veulent, qui ont en tête de rentrer chez eux, mais qui viennent juste pour faire leur boulot quelques semaines, quelques mois, souvent pendant le moment de Noël, alors les vacances de Noël, soit dans l'été quand il y a des touristes. Avec le corona, ça a changé un petit peu, mais alors il y a des saisons où il y a pas mal de personnes qui viennent mendier, mais qui ont alors leur maison chez eux en Roumanie. Alors, pas du tout des gens de voyage. C'est des personnes bien sédentaires. En Roumanie, ici, temporairement, voilà, dans la rue, soit dans une voiture, soit dans une camionnette, mais ils ont leur chez-soi en Roumanie. Voilà. Dernier groupe qui est arrivé, c'est les Syriens. Alors, à partir de 2015, avec la guerre civile en Syrie, voilà, il y a pas mal de réfugiés qui sont arrivés, tout le monde le sait, et une bonne partie de ces réfugiés, on ne le savait pas avant, mais on a compris ça après quelques années, c'est des Roms. Ils s'appellent Dom. Dom parce que leur évolution après qu'ils ont quitté l'Inde, c'était un peu différent. Alors ils sont arrivés en Syrie, donc au Moyen-Orient, ils sont restés là-bas. Leur langue qu'ils parlent, ce n'est pas le romanes, mais c'est le domari. Domari, il y a des mots romanes qui viennent du sanskrit, mais ça a été mélangé avec l'arabe classique. Alors, ils ont formé leur propre langue, le domari. Nos médiateurs à nous qui parlent le romanes, ils n'arrivent pas à communiquer avec les Dom qui parlent le domari. C'est très difficile. Alors, on a une médiatrice syrienne qui parle l'arabe classique, la langue qui est aussi parlée par les Dom. Ça, c'est des gens avec lesquels on retrouve un peu les mêmes problématiques qu'on a trouvées avec les Roumains il y a 15-20 ans. Hein, des enfants qui ne sont pas à l'école, il n'y a pas du tout souvent pas un esprit scolaire, un esprit enseignement, il y a cette vie en famille, voilà, l'éducation se trouve surtout en famille, etc. Alors là, il y a un bon travail à faire pour habituer les gens quand même à intégrer dans le système scolaire et
faire alors pour les guider aussi vers le marché d'emploi régulier. Il y a énormément de groupes de DOM, surtout à Anderlecht-Schaarbeek. Oui. Désolée, vu qu'ils viennent de Syrie, est-ce qu'ils ont tendance à obtenir une situation légale, même s'ils sont dans la rue, ou ils ont en général pas de papier? Les DOM syriens ne sont pas dans la rue. Ah pardon, ok. Oui. Non. Parce qu'ils obtiennent, soit ils obtiennent l'asile politique, soit une protection subsidiaire, soit ils sont en cours d'obtenir un statut de séjour légal. Mais d'habitude, c'est les gens qui ont eu d'une certaine partie un statut. Okay. Alors, c'est des gens qui sont aidés. Souvent, ils dépendent du CDS au début. Bon, il y a de plus en plus maintenant des gens qui trouvent un travail, bien sûr, ou qui se cherchent aussi un travail dans l'économie informelle. Mais d'habitude, ce n'est pas des gens qu'on retrouve dans la rue, en tout cas, ce n'est pas des sans-abri. Parfois, il y a des gens qui mendient, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, quand la famille syrienne mendie, ils ne mendient pas ici, ils mendient à Paris. Alors, ils font le voyage à Paris pour mendier des moments de l'année à Paris. Parce que c'est des gens aussi qui sont passés par Paris avant, parce qu'ils ont fait leur voyage de migration. C'est un voyage qui a duré plusieurs années, souvent à travers le nord de l'Afrique, le Maroc. Au Maroc, ils ont obtenu l'accent de l'arabe marocain. C'est pour ça ici, ces groupes-là, ils vivent souvent dans les quartiers marocains. Il y a une autre partie des Syriens donc qui vivaient au nord, vers Aleppo, etc., qui ont voyagé à travers la Turquie. Ils parlent aussi le turc et ils vivent ici surtout dans les quartiers turcs. Alors il y a en effet, vaguement, il y a deux groupes d'hommes syriens, du nord et du côté central, côté littéral, qui sont présents à Bruxelles. La mendicité ne se joue pas ici, mais se joue à Paris. Souvent avec des enfants. Je ne vais pas du tout dire tous les DOM mendient, parce que c'est un choix aussi individuel de la famille. Mais voilà, c'est ça une thématique que les familles qui mendient à Paris, ils amènent les enfants devraient être à l'école ici, mais alors ils ratent pour plusieurs semaines, parfois quelques mois, ils ratent des classes. C'est une difficulté. Et la mendicité rapporte mieux à Paris? Je ne l'ai jamais fait, mais bon, quand on parle avec les gens, oui, ils avouent qu'ils vont à Paris parce que ça rapporte plus. Mais il y a aussi plus de risques, parce qu'il y a un système en France et surtout appliqué à Paris, que la protection judiciaire, à travers la protection judiciaire, les enfants qui sont dans la rue en train de mendier, ils peuvent être arrêtés et placés pour une semaine. À travers la police, alors en collaboration avec la protection judiciaire, SPG, protection judiciaire des jeunes, de la jeunesse, quand il y a une récidive de ces enfants, la famille risque que l'enfant soit placé plus longtemps. Il n'y a pas seulement le côté sanctionniste, mais aussi le côté aide, parce que la protection judiciaire fait en sorte qu'on travaille en réseau avec d'autres organismes qui essaient d'aider les familles. Mais bien sûr, quand les familles vivent ici et ils vont justement mendier là-bas, juste pour faire la manche, c'est plus difficile de travailler avec les familles. Alors il y a des contacts, pas mal de contacts entre les organismes de Paris et, entre autres, le service prévention de Anderlecht. On a d'ailleurs organisé un colloque ensemble la fin de l'année passée, avec les gens de Paris qui sont venus ici pour parler de cette problématique. Ça, c'est les DOM syriens. On parle de la mendicité, mais bon, ce n'est qu'un aspect, bien sûr, des DOM syriens. Un autre aspect que je peux vous dire, c'est
leur métier le plus bien vu, c'était la dentisterie. Les dentistes traditionnels. En anglais, ils disent les arracheurs de dents, mais c'est des dentistes qui ont leur matériel, leur pratique traditionnelle pour soigner les dents des gens. Alors, ça aussi, les dentistes, c'était les premiers Syriens d'hommes qui sont arrivés ici à Bruxelles. Pas seulement les dernières années, mais déjà beaucoup plus avant. Parce que c'était des gens qui avaient leur contact en Europe pour faire leur travail. À Paris, ici, il y a même des contacts en Suède, etc. Alors, ils avaient des liens. Et c'est aussi à travers ces liens que ces familles-là ont trouvé une place après leur parcours de migration. Alors, ils ont trouvé leur place ici, quelque part en Europe, occidentale, Paris, Bruxelles, etc. Alors, pas du tout des gens de voyage. C'était des gens aussi là qui habitaient souvent autour des villes, soit dans des baraques souvent, soit dans les villes aussi, dans des appartements comme tous les autres. Mais là, en Syrie, quand même, il y avait une bonne ségrégation des différentes communautés d'hommes qui étaient considérés quand même aussi comme étrangers et qui avaient aussi des difficultés d'entrer dans le système régulier. Voilà. Alors là, il y avait un grand écart entre les autres populations et les dômes. Voyageurs, ça, c'est pas un groupe ethnique, c'est des Belges autochtones qui, depuis des générations, ils avaient un travail ambulant, comme aiguiseurs de couteaux, comme ramasseurs de pneus, comme commerce voiture, comme ramasseurs de tissus, etc. Les voyageurs, ici à Bruxelles, il y avait, mais maintenant il y a moins. Il y a pas mal de voyageurs qui ont été sédentarisés et qui vivent, par exemple, dans le côté des Marolles, avec leur caravane dans le jardin, ça existe encore. Mais il y a beaucoup de groupes qui vivent dans d'autres provinces, à Limburg, aussi en Wallonie, mais en Flandre, il y a des provinces comme Oost-West-Vlaanderen, il y a Flandre de l'Ouest, de l'Est, il y a des groupes voyageurs qui vivent là. Parfois, on pense que c'est les Roms, mais ce n'est pas un groupe ethnique. Parfois, il y a des liens, bien sûr, avec les groupes ethniques, Manouche, Rom, et parfois même des liens familiaux, mais quand même, ils ont évolué tout à fait d'une autre manière. Ils ont un peu le même style de vie, mais là, par exemple, le taux de scolarisation des enfants est beaucoup plus haut. Ils sont beaucoup mieux organisés. Ils ont leur ASBL, etc. Voyageurs. Ces groupes-là, Roms, Manouche, voyageurs, gens de voyage, alors, ça, c'est les gens de voyage avec lesquels nous on travaille. C'est les gens de voyage, on considère belges. Ils sont là en Belgique déjà depuis des générations. Et les Roms, il y a plus qu'un siècle, les Manouches, plus que 5 siècles, les voyageurs, toujours. Alors, bon, c'est les Belges. Ils ont aussi la nationalité belge, tous ces groupes-là. À part ça, il y a des étrangers qui arrivent en caravane ici pendant l'année. Alors, il y a entre autres des Anglais, des Irish Travelers, on dit. Peut-être vous connaissez le boxeur Tyson Fury, un champion du monde poids lourd. C'est un Irish Traveler. C'est des groupes qui passent aussi sur les trains de transit, les trains de passage, pendant certains moments de l'année. Ils ont aussi des travaux ambulants. Ils font des travaux dans la maison, c'est-à-dire ils font des toits, ils font des entrées de la maison, operaten, l'entrée pour la voiture, macadam, etc. C'est ça, ce genre de trucs qu'ils font. Il y a aussi des personnes qui s'appellent gens de voyage français. Souvent, c'est des gens qui font des marchés et des foires. Mais ces gens de voyage,
qu'on trouve par exemple parfois à Neder-Vreembeek, quelque part à Haarlem, c'est pas non plus un groupe ethnique. Mais, c'est un peu compliqué, mais gens de voyage, littéralement, alors c'est ce genre de groupe. Mais en France, il y a aussi beaucoup de gens de voyage qui sont d'origine rom. Et même ils se considèrent rom. Gens de voyage rom. Il y a aussi des manouches, etc. Alors il y a parfois aussi des groupes roms qui arrivent en Belgique. Mais les groupes qu'on a vus à Bruxelles pendant les années passées, maintenant plus parce qu'il n'y a plus de terrain de transit, mais avant, c'était souvent ces gens de voyage autochtones français. Alors, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein? Il y a aussi des forains. C'est des Belges autochtones. Ils font les foires. Nous, on ne le considère pas en tant que gens de voyage avec lesquels nous, on travaille. C'est des gens qui, parfois, ils vivent en habitat mobile, dans un caravane, un chalet, sur un terrain. Ils stockent leur matériel sur un autre terrain. À Neder-Vreembeek, mais il y a pas mal de petits terrains où on trouve des forains. Il y a aussi un terrain à côté de l'ancien terrain de transit à Haarlem, qui est un terrain avec des forains, un terrain qui a été développé par le CPS de Bruxelles. C'est des gens qui sont beaucoup plus organisés. Ils ont leur propre syndicat, leur propre école mobile, leur propre association, etc. À part ça, bien sûr, comme on a expliqué déjà, il y a les Roms originaires des pays de l'Europe de l'Est, aussi de Syrie, etc. Alors les Roms récemment immigrés. Dans ces Roms-là, il y a aussi des Roms qui sont là un peu plus longtemps. Par exemple, des Roms ex-yougoslaves. Alors il faut savoir, depuis les années 60, il y avait des accords bilatéraux avec Tito, en ex-Yougoslavie, qui était un peu plus ouvert vers l'Occident. Et il y avait pas mal de familles, entre autres les Roms, entre autres Macédoines, qui sont arrivés à Bruxelles, qui ont trouvé du travail. Dans le cadre de travail, ils étaient là. Ils ont fait des mariages mixtes. Et maintenant, ils occupent des places, oui, comme des moyens bruxellois, quoi. Un peu partout. Alors, même nous, on ne le fait pas en tant que... On ne peut pas distinguer. Il y a plus de personnes de cette origine et de ce temps-là qui sont là que nous on sait. Mais ils ont été bien intégrés, voilà, ils vivent comme tous les autres. Ils ne sont pas vraiment vus en tant que Roms étrangers comme les autres. Voilà, alors, à Bruxelles, quand on parle de ces Roms immigrés, le premier groupe, c'est-à-dire le groupe le plus important en nombre, c'est les Roumains. Après ça, c'est les Bulgares. Le Roumain, on peut dire vaguement, il y a 2/3 des Roms immigrés. Maintenant, peut-être un peu moins, parce qu'il y a aussi des Syriens qui sont ajoutés. Mais voilà, c'est le groupe le plus important, qui est arrivé depuis les années 90, etc., les premières familles. Jusqu'à maintenant, il y a encore des familles qui arrivent. Alors les Bulgares, deuxième groupe, les Syriens, pour nous c'est plus difficile pour estimer leur nombre, mais on estime qu'il y a plusieurs milliers de Dom syriens qui sont dans la région bruxelloise. Il y a un groupe un plus petit, il y a aussi les ex-Yougoslaves, à partir des années 60 qui sont arrivés, les Macédoines, etc., qui sont bien intégrés. Il y a aussi des autres qui sont arrivés après la guerre des Balkans, après le moment que le visum n'était plus nécessaire, etc. Alors, mais là, la problématique de ces immigrés-là de l'ex-Yougoslavie, ces pays ne font pas partie de l'Union européenne, alors ils ont des problèmes de papier. Alors souvent ils restent sans statut légal, ils n'arrivent pas à obtenir un statut de séjour,
et avec toutes ces problématiques-là. Dans le temps, après la guerre, entre autres la guerre en Kosovo, il y a pas mal de Kosovars qui sont arrivés, Roms aussi. Ils ont obtenu une sorte, quand même un statut de séjour pour une grande partie, mais on ne les trouve pas vraiment à Bruxelles. On les retrouve par exemple surtout à Gand ou autour dans la région des Gand, Saint-Nicolas, etc. Alors là aussi, en Belgique, on voit une dispersion de différents groupes. Les Roumains habitent surtout à Bruxelles, Liège, Verviers, Charleroi, du côté francophone. Les Slovaques, on les retrouve surtout à Gand, un petit peu à Bruxelles, dans quelques villes aussi, d'autres villes en Flandre. Les Bulgares, on retrouve surtout à Gand et à Bruxelles, etc. Tu vois, il y a toujours les gens, ils vont là où ils connaissent des familles, ils connaissent ils ont des connaissances. Alors, groupes divers, ça c'est le plus important déjà qu'on doit raconter au début quand on considère les Roms en général. Alors, les gens du voyage, c'est un groupe assez petit dans tout ce qui est Rome. Dans la région bruxelloise, on compte plus que 11 000 Roms. Plus que 11 000. Pas inclus les gens du voyage. Les gens du voyage, ils s'ajoutent encore, gens du voyage belge d'habitude. Là, on calcule, on compte environ 120, 150 familles qui sont attachées à Bruxelles à cause de leur lien parental, à cause du fait qu'ils sont nés ici, ils ont été scolarisés ici, les parents ont toujours travaillé ici. Voilà. Ils ont passé la guerre à Bruxelles, soit une partie de la guerre parce qu'ils se sont enfuis aussi après. Alors Bruxelles, c'est leur ville. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils trouvent un emplacement. Souvent ils circulent, ils sont un peu désespérés. Ils cherchent partout un peu de l'espace, mais ça c'est la difficulté. On va revenir bien sûr tout de suite. Alors quand on parle de sites divers où on trouve les gens du voyage, il y a des terrains résidentiels, c'est des terrains fixes, où les gens du voyage résident pour la plus grande partie de l'année. C'est leur chez-soi, où ils reviennent toujours. Il y a des terrains de transit, c'est des terrains destinés pour permettre le passage. Les groupes qui arrivent, ils restent juste 2-3 semaines maximum, et après ça, ils doivent partir. Il y avait un terrain alors, à Haren, rue de la Grenouillette, qui a été organisé en tant que terrain de passage à partir de 2004, mais qui n'existe plus actuellement, à ce moment-là. On parle parfois des lieux d'accueil temporaire, en flamand c'est pleisterplaatsen, c'est des lieux, des emplacements, des terrains qui sont organisés juste ad hoc, ponctuellement, pour permettre à des gens de voyage pour résider juste quelques jours, une semaine, 2 semaines, à cause par exemple d'une fête familiale ou un certain événement qui se passe et pour lequel un groupe des gens de voyage cherche un terrain. Très important aussi, c'est de comprendre que si on demande aux gens de voyage bruxellois, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez voyager tout le temps ou vous voulez rester quelque part sur un terrain? La plupart, ils vont dire, oui, bien sûr, on veut rester sur un terrain. Avec la possibilité de faire de temps en temps des petits voyages, mais ce n'est pas des gens du voyage qui voyagent tout le temps. Comme je dis, parfois, ils vont en vacances, ils vont visiter des familles. Souvent en Belgique, parfois à l'étranger, mais d'habitude c'est en Belgique. Parfois il y a des conventions religieuses, comme on avait dit, où les gens doivent rester quelques jours en groupe. Parfois il y a des baptêmes, des mariages, etc., pour lesquels les gens y partent. Mais pour la plus grande partie, ils veulent rester sur un terrain bien fixe. De l'autre côté, alors il y a une tendance vers la sédentarisation, aussi par le fait que c'est devenu très difficile de faire un emplacement quelque part et de négocier avec les communes pour permettre de rester quelques jours sur un terrain. De l'autre côté, il y a
Alors il y a tous des degrés, des gens qui sont résidentiels, plutôt mobiles, semi-nomades et nomades. Il y a encore des familles qui préfèrent de voyager tout le temps, mais actuellement en Belgique, ils sont dans la minorité. Et il y a cette tendance vers la sédentarisation, ça c'est très clair. Souvent des gens qui voyagent tout le temps, c'est aussi des gens qui sont obligés de voyager tout le temps. Ils se sont obligés parce qu'ils ne trouvent pas de terrain, ils n'ont pas de terrain propre à eux, et il y a cette grand manque de terrain en Belgique. Souvent c'est aussi des familles jeunes, parce que dès qu'il y a un mariage d'un jeune d'une famille, alors il se marie avec une femme et le couple est là, et ils auront des enfants, et c'est une nouvelle famille qui occupe une nouvelle caravane, et sur le terrain où il a toujours vécu, voilà, il n'y a pas nécessairement de la place, d'habitude il n'y a plus de place pour cette nouvelle famille, pour cette nouvelle caravane, alors c'est les gens qui commencent à voyager aussi, obligatoirement. Alors, gens de voyage, comme je viens de dire, c'est un petit nombre de grandes familles. Il y a juste quelques noms de familles qui circulent tout le temps, mais c'est des familles très très larges. Ça permet malheureusement aussi de faire un amalgame, parce que souvent on reçoit des questions, des demandes, par exemple de la police, sur une famille, par exemple la famille modeste. Ah oui, la famille modeste, on ne veut plus travailler avec la famille modeste. Mais la famille modeste, il y a des centaines de familles, des centaines d'individus qui s'appellent modestes et qui ne se connaissent pas toujours. Parce que, bon, ils sont bien dispersés, même au nord de France, il y a aussi des modestes, etc. Alors, ça permet malheureusement de faire un amalgame. Alors, c'est des gens qui vivent en caravane et en famille. On dit en romanesque, en compagnia. Compagnia, c'est la compagnie, c'est en effet les caravanes qui se mettent dans un cercle ou un demi-cercle. Et ça, c'est leur chez-soi, c'est leur maison, c'est leur groupe de référence. Ce groupe peut changer parce que parfois il y a des familles qui se déplacent et qu'il y a d'autres familles qui arrivent. Mais ça, c'est leur grande famille en effet, c'est leur groupe, c'est leur compagnon, c'est leur unité de vie. Alors, quand ils rentrent à la maison, ils ne rentrent pas seulement dans leur caravane, mais ils rentrent dans leur compagnon. Ça, c'est aussi la raison pour laquelle c'est très difficile pour les gens de voyage d'aller vivre dans un appartement, parce que ça, c'est très individuel, individualisé, enfermé. On invite des familles, d'autres familles, des membres de la famille. Souvent, ça c'est pas apprécié par les voisins, qui entendent beaucoup de bruit, etc. Alors, tu vois, sur un terrain, il n'y a pas ce problème. Alors, il y a cette va-et-vient des familles. Un autre style de vie. Alors, je viens déjà de dire, les gens de voyage bruxellois, il y a un lien générationnel avec Bruxelles. D'habitude, c'est des indépendants, surtout la commerce de voitures, parfois des pneus. Il y a aussi des vendeurs tapis, des personnes qui font l'aiguisage des machines. Mais quand même, les voitures, les caravanes, ça c'est leur business le plus important. Pas mal de gens ne sont pas inscrits dans le registre de commerce, parce qu'il y a aussi ce taux d'analphabétisation, et les gens, ils ne sont pas, ils n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas les vaardigheden, les capacités, les compétences de papier, de documents, de procédures, etc. Alors, dans le temps, c'était des vendeurs de chevaux, parce que c'était des gens avec charrette et cheval, voilà. Les chevals, c'était leur occupation. Et actuellement, ça a changé en voiture, et beaucoup de familles ils ont continué jusqu'à maintenant de faire ce commerce de la même façon que leurs ancêtres ils avaient déjà fait. À cause de ça, ils rencontrent bien sûr la justice, la police et la justice qui va essayer d'empêcher ce genre de style de vie non déclaré.